Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'univers obligataire et plus précisément de l'obligataire émergent, de la dette d'entreprise émergente. C'est la spécialité d'Iveo Capital Partners et le cofondateur d'Iveo Capital Partners, Michael Israël, est à mes côtés en plateau. Bonsoir Michael. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de votre univers spécifique de la dette émergente, mais un mot en général de l'obligataire. C'est vrai que ça fait quelques années, alors on compare toujours les performances actions par rapport aux performances des indices obligataires. C'est vrai qu'il n'y a pas eu match sur les dernières années. Mais il faut quand même comprendre qu'on revient à une logique obligataire qui permet de gagner de l'argent à travers le rendement obligataire. Je ne dis pas qu'on avait oublié la logique de rendement, mais un peu quand même. Et ces 2 dernières années sont des années où la logique d'investissement obligataire, finalement, s'est normalisée. Alors oui, c'est vrai. D'abord, quelque chose qui est important dans la gestion obligataire, c'est votre rendement à l'entrée. Puisque c'est vraiment ce qui va soit vous amener de la bonne performance, soit même vous protéger si jamais il y avait des vents contraires sur la période d'investissement. Donc depuis 2022, une chose est claire, c'est qu'on démarre chaque début d'année, et c'est encore le cas d'ailleurs en 2025, on démarre chaque début d'année avec des niveaux de rendement élevés, grâce à la remontée des taux et à l'écartement des spreads qu'il y a eu. Donc on a eu les deux moteurs, les deux composantes des rendements, à la fois les taux et les spreads, qui ont repricé en 2022. Et donc on est parti avec ce qu'on appelle du carry, embarqué, qui était intéressant. Et bien que nous avons eu une baisse des spreads depuis 2022, bien étonnamment, on pourrait se dire, normalement, on devrait avoir de moins en moins de rendement pour démarrer chaque nouvelle année, puisque si on a fait des si bonnes perfs pendant 2 années consécutives, on est à des perfs quand même double digit sur beaucoup de classes d'actifs obligataires, incluant la nôtre, eh bien, c'est qu'il y a bien dû y avoir un moteur en plus, et comme en plus les gens sont pas mal habitués à gagner de l'argent par les mouvements de spread et les mouvements de taux dans l'obligataire, moins que par le carry, eh bien, on pourrait se dire on a un niveau de rendement plus faible aujourd'hui. Et comme on a eu effectivement une baisse des spreads, mais on a eu une remontée des taux, en tout cas pour ce qui nous intéresse à nous, qui est la courbe américaine, eh bien, finalement, les choses s'équilibrent et on repart. Par exemple, cette année, on repart avec 9% de rendement sur le portefeuille flagship, un portefeuille raté double B. Voilà, on repart avec du high single digit, comme on dit en anglais, pour démarrer l'année. En termes de rendement. Spread, donc c'est les écarts de prime de risque, la prime que je paye pour être créancier d'une entreprise par rapport au taux sans risque local, c'est ça Alors, taux sans risque américain en l'occurrence pour vous, puisque vous êtes en devise dure, Michael. Mais c'est intéressant, cette histoire de spread, ça vous inquiète pas? Le fait que les spreads se soient compressés, alors tout dépend, je ne sais pas dans votre univers émergent, mais sur du spread high yield américain, on est peut-être au plus bas aujourd'hui. L'écart de prime de risque pour une entreprise américaine à haut rendement n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est quand même un sujet ou pas? Alors, 3 éléments de réponse à cette question. D'abord, contrairement au high yield US, le high yield émergent n'est pas à son plus bas historique. Donc, et c'est le cas sur le high yield US, c'est vrai. Donc on est encore à, je crois, un peu plus de 100 BP si on prend le spread historique. Enfin d'ailleurs, ça dépend de combien on remonte, mais on peut même trouver plus que 100 BP, mais je vais reprendre sur la période plus courte, on va dire, sur les 10 dernières années. On a encore une marge d'au moins 100 BP. Si on compare juste en historique, est-ce qu'on est au plus bas? Il y a toujours un petit matelas quand même sur les émergents. Exactement. Là, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est clair. Ensuite, les spreads, il faut toujours les regarder en plus au regard de la qualité de crédit du moment. Parce que, on peut peut-être vous montrer des spreads d'un autre niveau à un autre moment, mais ce n'était pas la même photo. Donc aujourd'hui, on sait que la qualité de crédit, elle s'est améliorée sur la période, si je compare même avec la période où les spreads étaient très serrés. Très serrés. Donc on a aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas d'inquiétude spread, peut-être je pourrais vous dire d'où est-ce qu'elle peut venir, mais on n'a pas, si on ne se préoccupait pas de la volatilité, si vous me demandez est-ce qu'avec des niveaux de taux plus les niveaux de spread aujourd'hui, et ça donne un niveau de rendement qui est celui que je vous ai donné, et la qualité de crédit qui est en face, si on ne se préoccupait pas du reste, on dort très tranquille. Ouais, j'entends. Vous avez toujours ce graphique là chez Iveo Capital Partners, mais moi qui m'a frappé, vous me l'avez montré déjà il y a quelques années, Michael, mais vous le mettez à jour en permanence pour bien montrer la qualité du gisement de l'univers high yield émergent par rapport à l'univers high yield développé, par exemple. Alors on peut faire l'exercice sur le high yield ou sur l'investment grade, mais vous regardez les niveaux de levier.
Oui, tout Et à fait. rien que là, ça montre quelque chose, un écart spectaculaire. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on peut le ramener au spread, comme on peut le ramener aussi au rendement, parce qu'à la fin, on est tous en train de... C'est notre métier de nous préoccuper des niveaux de spread, des niveaux de taux. Mais à la fin, votre rendement, vous pouvez le faire... Que vous le fassiez avec du spread ou avec du taux, on s'en fiche un peu, j'allais dire, excusez-moi de le dire comme ça. Oui. Et d'ailleurs, il y a des cycles où on le fait plus par les taux, d'autres où on le fait plus par les spreads. Et aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde les spreads au regard de ces leviers, donc ça se lit rapidement, mais si vous prenez la courbe de gauche, la partie gauche, on est dans l'investment grade. On a une courbe d'abord qui, vous le voyez quand même, plutôt en déclin. Et c'est quoi? C'est l'endettement des entreprises sur le ratio net debt rapporté à l'EBITDA. Ouais. Et on voit qu'il y a 3 fois moins d'endettement sur les bilans en général des entreprises émergentes. Et dans le high yield qui est à droite, on tourne autour plutôt de 2 fois moins d'endettement. Mais ce n'est pas que sur ce critère qu'on voit la qualité. Il y a pas mal de choses assez remarquables. Si on regarde le service de la dette, c'est-à-dire combien d'années d'EBITDA on a pour payer les intérêts de la dette, on est sur des niveaux très élevés. On est même sur des niveaux supérieurs après 2022, alors que le coût de capital est monté entre-temps. Donc, clairement, au niveau fondamental, est-ce qu'on a des inquiétudes? Non. Donc, c'est des inquiétudes de vol qu'on peut avoir éventuellement sur le marché. Et qui peuvent venir d'où, Mickaël, puisque c'est la question que vous vous posez tous les jours en tant que gérant obligataire. Si je suis tranquille sur mes fondamentaux, qu'est-ce qui peut venir bousculer ces marchés? Et les spreads, par exemple? Alors bon, justement sur les spreads, je pense critère numéro 1, si on devait les lister, mais celui-là, j'allais dire, il concerne un peu tout le monde, c'est pas spécifique à notre classe d'actifs, mais il y a quand même un très fort consensus sur l'extension du cycle de croissance américain. On a l'impression que rien ne peut faire dérailler ces attentes-là. Bon, s'il y avait un peu de déception sur ce plan-là, sur les spreads, puisque les spreads reflètent vraiment... des espoirs de croissance économique, s'il y avait de la déception, et ça c'est aussi toujours le même binôme, c'est la déception et des marchés qui sont bien valorisés, donc on peut avoir des réactions sur les spreads. Et sur ces niveaux de valo aujourd'hui du high yield américain, il y aurait forcément une réaction en cas de déception sur la croissance américaine. Exactement, c'est ce qu'on pense, et comme c'est la réalité, on est quand même tous un peu corrélés au high yield US. Donc, s'il y avait un mouvement sur le high yield US, il pourrait y avoir un peu de décalage. La bonne nouvelle face à ça, j'en reviens à cette fameuse composition du rendement, c'est qu'on a aujourd'hui dans notre rendement pas que du spread, comme par le passé. Et aujourd'hui, on a du taux, à peu près 50%, c'est du taux. Et donc, si vraiment il y avait un ralentissement, on pourrait avoir cette fois-ci le composante taux qui joue en notre faveur et qui viendrait rééquilibrer un petit peu l'éventuel mark-to-market négatif qu'on aurait sur les spreads. Et j'en termine juste un mot là-dessus, c'est que sur les spreads US, là où il y a quelque chose qui peut nous aider, c'est que l'écart actuellement, l'écart de spread entre les spreads US et les spreads émergents, en revanche en historique, le USAI a tellement baissé que l'écart de spread, il est quand même pas mal. Et quand on regarde juste cet écart en historique, on a un niveau qui est assez correct au-dessus de la médiane. Donc il y a de la place pour encaisser un petit peu de remontée éventuelle ou de remonter des spreads US ou d'avoir des spreads émergents qui continuent à baisser. J'entends. Ça, c'est le risque macro, le risque sur la croissance américaine. Est-ce qu'il y a d'autres types de risques, partant notamment de la courbe en dollars, qui est votre benchmark pour investir en devises dures dans la dette émergente, Mickaël? Mais je ne sais pas, on parle des déficits américains, de la signature, de la prime de terme, etc. Est-ce que tout ça aussi peut se refléter, se traduire en volatilité pour vos marchés à vous? Alors oui, alors évidemment, il peut y avoir de la volatilité sur la partie taux. Honnêtement, chez IVO, on aime bien quand même cette partie taux qui vient déjà de repricer et qui price une certaine incertitude Trump sur à peu près tous les sujets. Ça ne veut pas dire qu'elle price pleinement, mais on ne peut pas dire qu'elle ne price rien. Et donc ça, on aime bien. Dans les horizons de temps dans lesquels on travaille, nous, les durations qu'on a, qui sont du corporate, on n'est pas sur des choses très longues. Donc on est quand même à l'aise avec ce point de départ. Mais attention, ce que vous soulignez est quand même intéressant sur toutes ces problématiques de déficit budgétaire, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces taux higher for longer, ce qui est un peu ce qu'on vit. Et finalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais dit il y a une fois, j'étais passé chez vous et j'avais dit, vous savez, pour un gérant obligataire, mais pourvu que ça dure. C'est-à-dire, si on peut démarrer chaque année... Le rendement à 9. Exactement. On va avoir un cycle. Et regardez, depuis 2 ans, on fait nos meilleures performances et pourvu que ça continue. Mais ce système-là de higher for longer, au surplus, en plus, qui a beaucoup de valeur actuellement dans la partie US, parce que c'est du rendement réel.
C'est-à-dire comme Bien les sûr. taux réels américains Oui, sont très positif. positifs, Oui, on oui, est pas loin de bien 2%, sûr. Oui. c'est-à-dire nos rendements réels sont extrêmement forts. Donc, est-ce qu'on aime la situation? Oui. Et comme toujours, higher for longer, c'est bien si vous êtes prêteur, à condition que ça ne pose pas de problème chez vos emprunteurs. Oui. On a vu que chez nos emprunteurs, en tout cas les corporates, ils encaissent le higher for longer, c'est pas un sujet. Sauf que dans les émergents, il y a toujours ces jeux de contamination entre le souverain et le corpo, qui sont d'ailleurs des super opportunités d'investissement. Toujours. Et pourquoi je parle de ça? Parce que côté souverain, en revanche, côté souverain émergent, on ne peut pas dire non plus que la photo soit parfaite. Il y a eu quand même de la détérioration au niveau des endettements aussi. Ça n'est pas qu'une problématique chez les développés. Et aussi, ils sont obligés de garder, contraints, de garder des taux réels locaux très élevés pour éviter la fuite de capitaux à cause de ces taux réels américains très élevés. Du coup, ça étouffe un petit peu. Et puis ça pèse sur le budget, parce que si vous avez des taux qui montent beaucoup, vous aussi, votre charge de la dette, même dans votre devise locale, commence à être importante. Et on a vu déjà, en 2024... Il y a des Canaries là qui ont commencé à siffler un peu. Oui, alors si on prend un pays comme le Brésil, par exemple, sur lequel on ne peut pas dire qu'il y a eu un problème sur la dette externe, c'est-à-dire la dette en dollars. Et il y a des raisons d'ailleurs, c'est un pays qui est très solide sur la dette externe, et donc c'est normal que ça ne se soit pas produit dès 2024. Mais par contre, si vous regardez les taux 10 ans, ils se sont envolés. Je ne parle pas des taux directeurs, je parle des taux 10 ans. Le marché a sanctionné et on est monté à 15% maintenant sur les taux en réal. Et la devise, dans le même temps, a en plus plongé d'une vingtaine de pourcents. Donc il y a déjà des prémices. Est-ce que ça peut venir aller jusqu'à la dette externe? Ça peut arriver. Et donc on est vigilant et surtout on est positionné pour pouvoir, si ça arrive, avoir des munitions et en profiter. Bon, les fondamentaux sont beaux, les risques sont ailleurs. Voilà. Oui. Aujourd'hui pour vous, dans votre univers. Merci beaucoup à Michael. Michael Israël, cofondateur d'Iveo Capital Partners, sur cet état des lieux et les enjeux pour la dette émergente et les marchés de dette émergente en 2025. Invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.